Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission Santé sur Radio JM. Pour vous préparer à samedi 1er décembre, il faut savoir que tous les ans, depuis 1988, le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Elle est établie par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le sida où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Cette journée est aussi celle de la mémoire et du souvenir en l'honneur des personnes décédées de la maladie. Créée en 1994, SIDAction désigne à la fois une association de lutte contre le sida et un événement télévisuel annuel de collecte de dons pour cette association qui finance à part égale des programmes de recherche et des associations d'aide aux malades et de prévention en France et à l'étranger. Pierre Berger présidait l'association. Cette année, elle s'est déroulée les 24, 25, 26 mars 2023. Aujourd'hui, je reçois le docteur Dark Albert, chef de service de la rétrocession à l'APHM, pour répondre aux principales questions que l'on se pose sur cette maladie. Bonjour docteur. Bonjour Rebecca. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission et je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. Merci de m'accueillir. Alors maintenant, pour mieux visualiser les choses, je vais vous donner quelques chiffres. En 2021, plus de 100 000 personnes vivaient encore avec le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, donc responsable du sida en France. Ce chiffre est à comparer aux 38,4 millions dans le monde selon l'ONU-SIDA, qui est un programme commun des Nations Unies sur le VIH. Il s'agit d'un programme de l'ONU destiné à coordonner l'action des différentes agences spécialisées de l'ONU pour lutter contre la pandémie de sida. Il faut savoir que le nombre de tests de dépistage du VIH était en hausse en 2021, s'élevant à environ 5 millions en France, soit une augmentation de plus de 8% par rapport à 2020. On estime qu'environ 24 000 personnes ignorent encore leur séropositivité dans l'Hexagone, avec pour conséquence dramatique d'être susceptible de transmettre la maladie. D'ailleurs, environ 30% des Français concernés par le VIH ont découvert leur séropositivité à un moment où leur défense immunitaire était déjà trop faible. La santé publique en France recommande à toutes les personnes âgées de 15 à 70 ans de faire un test de dépistage au moins une fois dans leur vie. Enfin, plus de 600 000 personnes dans le monde sont mortes du sida en 2021. Alors, s'il vous plaît, docteur, quelle est l'origine de la maladie et comment se transmet ce virus ? Alors, c'est un virus, l'origine de cette maladie, c'est un virus. C'est un virus qui est passé du singe à l'homme, probablement au début du siècle, mais qui a été découvert en Occident dans les années 80, exactement en 1981 à Los Angeles, avec l'apparition de quelques cas de patients qui appartenaient à une communauté, ce qui a fait qu'au début, elle a été, cette maladie, très excluante et très portée sur ce qu'on appelle la maladie des homosexuels et des drogués, puisqu'elle se transmet par le sang et les sécrétions sexuelles. Bien évidemment, ce tabou, malheureusement, il est resté, mais ce n'est pas vrai, cette maladie, ce n'est pas une maladie qui touche certaines personnes, et elle peut toucher tout le monde. Elle se transmet donc par le sang et les sécrétions sexuelles, mais surtout, elle ne se transmet pas par la salive, elle ne se transmet pas par les piqûres de moustiques, elle ne se transmet pas par les baisers ou les choses comme ça. Et donc, coupure de rasoir. Coupure de rasoir, sans doute pas si le rasoir est là depuis très longtemps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le virus le VIH est très fragile en dehors du corps humain. Il ne persiste que quelques heures dans le milieu extérieur. Donc le risque est assez faible si on n'a pas un contact immédiat de sang à sang. Alors quels sont les modes de dépistage actuels ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs manières de se dépister. Vous pouvez vous faire dépister dans des laboratoires, sur un test classique avec un prélèvement sanguin. Vous pouvez vous faire aussi dépister dans les centres gratuits de dépistage. Là, on va utiliser des tests rapides. Alors c'est très pratique ces tests, parce qu'il suffit de prendre quelques gouttes de sang au bout du doigt pour avoir une orientation du diagnostic. Et ce test, il devra être confirmé en cas de test positif. Il devra être confirmé en laboratoire, justement. Et vous pouvez aussi vous faire dépister à l'occasion des campagnes de dépistage qui auront lieu, notamment la journée du 1er décembre, et dans d'autres lieux qui proposent fréquemment des lieux de dépistage.
Et quel est le délai, s'il vous plaît, docteur, entre le contact, donc s'il y a eu risque, et la séropositivité, du coup? Alors, les tests rapides détectent ce qu'on appelle les anticorps, c'est-à-dire ce sont des substances qui sont produites par votre corps lorsque vous avez été en contact avec le virus. Le temps que votre corps fabrique ces substances, on considère qu'il faut à peu près 3 mois pour être sûr de pouvoir les détecter, pour être sûr qu'elles soient en nombre suffisant pour être détectées dans le corps. Par contre, dans les tests de laboratoire, vous n'avez pas cette limite parce qu'on va détecter autre chose et on va pouvoir détecter plus rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 24 000 personnes en France qui ont cette maladie sans le savoir, hein, vous l'avez dit. C'est une maladie silencieuse qui va progresser lentement et on va découvrir la maladie à un stade très tardif aujourd'hui, et ce qui va compliquer un petit peu la prise en charge. Il faut savoir que plus on est traité rapidement, et mieux c'est. D'ailleurs, donc, quels sont les premiers symptômes chez un patient atteint du VIH, s'il vous plaît? Alors, c'est une maladie silencieuse, donc le premier symptôme, il est banal. Enfin, les premiers symptômes sont de nature assez banale. Ça ressemble à une grippe, en fait. Des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, une fatigue, comme si vous aviez une grippe. Donc, c'est pas évocateur de cette maladie. Et c'est pour ça qu'il faut la dépister, comme vous l'avez dit, au moins une fois dans votre vie si vous n'avez pas de pratique à risque. Bien sûr, si vous avez des pratiques à risque, il faut envisager une pratique de dépistage beaucoup plus fréquente. Hein. Et donc, quels sont les traitements disponibles aujourd'hui et quels sont leurs objectifs d'action? Alors, les traitements aujourd'hui, en 2023, ils sont très puissants, ils sont très bien tolérés. C'est bien sûr, on a toujours cette image des anciens traitements où il fallait prendre beaucoup de traitements à plusieurs moments de la journée. Aujourd'hui, le traitement de base en voie orale, c'est un tout petit comprimé, une fois par jour, tous les jours. Et il y a aussi des formes injectables qui permettent de se traiter une fois tous les 2 mois pour prendre ces traitements. Et surtout, ils sont très faciles et ils ont permis aujourd'hui à des personnes qui sont atteintes par le VIH d'avoir une espérance de vie qui est la même que celle de la population générale. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la PrEP? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors la PrEP, ce sont des médicaments, certains médicaments, pas tous, hein, qui sont utilisés. Ce sont les mêmes que ceux qu'on va utiliser pour soigner la maladie, enfin pour prendre en charge les gens qui ont la maladie, mais on va les donner de manière préventive à des gens qui ne sont pas encore malades, justement pour les protéger. Il y a plusieurs modalités pour prendre ces médicaments, mais la modalité la plus pertinente, hein, en tout cas en France, c'est de se faire traiter de manière continue. Donc les personnes qui ont conscience de prendre des risques vont voir leur médecin qui va évaluer avec elle la possibilité de faire ça. Et cette personne va prendre des médicaments de manière préventive et pourra du coup, toujours en faisant attention quand même, hein, de ne pas trop s'exposer, elle pourra être protégée par rapport à cette maladie. Alors, les antirétroviraux constituent aujourd'hui l'unique moyen de contrôler l'infection à long terme et donc l'immunodépression induite par le VIH. Aucune stratégie ne permettant à l'heure actuelle d'obtenir l'éradication virale. Cependant, s'il vous plaît, docteur, y a-t-il des nouveaux traitements en cours d'évaluation qui seraient encore mieux supportés pour les patients et moins compliqués à mettre en place et à suivre sur le long cours, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations, bien évidemment? Alors, il faut déjà dire que tout le monde parle du vaccin et le vaccin, on n'est pas près de l'avoir parce que ce virus est vraiment très très mutant et c'est très difficile, donc on risque pas de l'avoir de sitôt. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les traitements actuels sont tellement bien puissants et tellement bien tolérés que l'on peut, et ils donnent une espérance de vie comparable à la population générale. On sait aujourd'hui qu'une personne qui est bien traitée, qui est contrôlée, qui contrôle bien sa maladie, qui est bien suivie, elle ne peut pas transmettre le virus. C'est-à-dire que le message clé, c'est résumé en une équation qui s'appelle I égale I. Ça veut dire que indétectable égale intransmissible. Et ça lève encore des idées reçues qu'on a depuis les années 80 hein, sur ce genre de maladie. Aujourd'hui, une personne qui est bien traitée, qui est bien contrôlée par son traitement, elle a la même vie que vous et moi, et elle ne transmet pas la maladie non plus. Il ne faut pas la regarder comme une peste Comment éphémère. elle ne transmet pas la maladie? Bien parce que le virus dans son corps est en quantité insuffisante pour pouvoir contaminer une autre personne.
Ok. Et ça a changé la vie de beaucoup de personnes, cette preuve, en fait. Aujourd'hui, c'est un fait établi, hein, on ne peut pas revenir dessus. Alors pour finir, j'imagine que l'éducation sexuelle est très importante pour limiter la transmission du VIH. Quelles sont vos recommandations, s'il vous plaît, docteur ? Alors, j'élargirai un peu plus que l'éducation sexuelle parce que cette maladie, elle a comme particularité d'avoir aussi des conséquences sociales et cette ségrégation, cette discrimination que l'on rencontre. Donc, je pense que l'éducation, elle est à la fois sociale, à la fois humaine, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans ce secteur-là, de lutter contre les tabous, halte au tabou, halte à la ségrégation, halte à l'exclusion. Les personnes qui ont cette maladie sont des patientes qui ont une maladie, comme n'importe quelle personne qui a une maladie. Donc il faut simplement rappeler les règles de prévention, savoir aujourd'hui qu'il y a aussi des moyens de prévention, la PrEP, vous en avez parlé. Il reste encore les préservatifs, bien sûr, c'est une barrière mécanique à ça, mais le plus gros message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est ce fameux message clé I égale I. Une personne qui est bien contrôlée, qui est donc indétectable au niveau de sa charge virale, elle ne transmet pas la maladie. Merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.